AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager, tiens, pour la joie, c'est la thématique que vous avez choisie cette semaine et vous allez en parler dans quelques instants avec notre invité Luc Ferry qui présente son livre La frénésie du bonheur, publié aux éditions de l'Observatoire. C'est pas facile de s'engager en ce moment pour la joie, Muriel. Non, c'est pas facile et puis contrairement au bonheur, peut-être peut-on espérer, le bonheur, cette quête insaisissable, peut-on encore peut-être espérer que la joie puisse nous transporter dans ce monde contemporain où l'indicible peut se produire chaque jour. Le bonheur, comme le Graal des légendes arthuriennes, semble être cet idéal que nous cherchons tous, mais qui s'apparente pour l'atteindre à une course sans fin. Insufflé depuis toujours par de nombreux penseurs, aujourd'hui imposé par la psychologie positive, le bonheur, comme l'a dit Aristote, est-il la fin de toutes nos actions, l'objectif ultime de l'existence humaine ? Au cœur de nos sociétés contemporaines, le bonheur se pose comme un idéal à atteindre, un horizon presque incontournable, une norme sacralisée. On en parle tout le temps, on le veut tous, mais sa poursuite et sa compréhension sont loin d'être simples. Le bonheur, on le chante, on l'écrit, on le cherche, on passe notre vie à lui courir après comme un bus que l'on manque toujours de quelques secondes. L'information mondiale est à portée de clic. Chaque coin de la planète nous est accessible. Nous sommes bombardés par des standards inatteignables de réussite, de beauté, de richesse. Noyés dans une soif insatiable d'accomplissement, de possession, de validation et d'appartenance sociale. Individuellement, piégés, nous le sommes, dans la spirale individuelle d'avoir plus pour être enfin heureux. Collectivement, ce n'est pas mieux. Serions-nous encore capables, comme le suggérait Rousseau dans son idée du contrat social, de sacrifier une partie de nos libertés individuelles pour le bien commun? Un pacte citoyen qui, en supprimant les inégalités, nous rapprocherait d'un état de bonheur collectif. Nos structures sociales, nos tensions, nos crises, nos inégalités, tout nous pousse à douter dans cette collective du bonheur qui semble être une douce utopie. Car comment nos sociétés, constituées d'individus aux aspirations, aux besoins et aux désirs variés, pourraient-elles réussir à concilier les intérêts de chacun et les défis mondiaux dans un tout qui serait la recherche du bonheur collectif? Alors, comment s'en sortir? Avec la joie peut-être, cet éclat, cette étincelle, cette bouffée d'air frais qui par intermittence vient égayer nos vies, ce sentiment fugace, presque instantané, qui surgit et nous habite, le temps d'un pic émotionnel précieux qui nous rend plus actifs, plus vivants. Alors oui, la joie, ça peut être génial. Le bonheur, une illusion, un mirage. Après tout, on est libre de le chercher individuellement et collectivement. La recherche, c'est s'aventurer dans la complexité de l'humain et c'est déjà une aventure passionnante. Eh bien, participons à cette aventure avec votre invité Muriel. On accueille avec plaisir sur Sud Radio Luc Ferry. Bonjour à vous. Ancien ministre philosophe, vous présentez cet ouvrage La frénésie du bonheur. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Cher Luc, je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai envie de vous poser une première question, pas très gaie, pas très joyeuse, parce que comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à être encore joyeux en ce moment avec ces images épouvantables de la guerre qui a repris au Proche-Orient ? Moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est justement le contraste incroyable qui existe entre un Occident qui s'écroule, qui s'effondre dans la psychologie positive, les théories du développement personnel, bref, dans la quête du bonheur narcissique en 15 leçons, d'un côté, puis de l'autre, le fracas du monde en Arménie, en Ukraine, aujourd'hui en Israël. Et donc, il y a un décalage entre les deux que je trouve extraordinairement inquiétant. Ce qui m'a intéressé dans le livre, plus profondément, c'est la lame de fond qui fait que nous sommes passés des idéologies du bonheur différé aux idéologies du bonheur en 15 leçons ici et maintenant. En deux mots, je vous dis le thème du livre. Pendant des siècles et des siècles, on a été le troisième petit cochon, pas le premier. On travaillait d'abord, on jouissait après. Pour les enfants, le bonheur c'était après la classe, pour les salariés après la retraite, pour les communistes après la révolution et pour les catholiques après la mort, pour dire les choses un peu brutalement, mais c'est comme ça. Et au fond, ce qui s'est passé, c'est quand dans la vieille Europe, le communisme et le catholicisme se sont littéralement effondrés en 50 ans. En 1950, 30% de l'électorat était communiste, il est à 2% aujourd'hui. En 1950, écoutez bien, 95% des Français étaient baptisés, ils sont 30% aujourd'hui. Il y avait 45 000 prêtres diocésains en France, il en reste 4 000 aujourd'hui. Et donc, s'il n'y a plus d'après,
S'il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, comme dit la chanson, c'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. D'où le big quit, le quiet quit, le fait que 50 millions d'Américains ont quitté leur job et 3 millions de Français, parce qu'au fond, si je n'ai qu'une seule vie et si j'ai un travail qui ne me plaît pas et s'il s'agit d'être heureux ici et maintenant, eh bien, je vais pas perdre ma vie pour la gagner, voyez. Et donc ça, c'est tout le thème de mon livre, c'est comment on est passé, et pour quelles raisons on est passé des idéologies du bonheur différé aux idéologies du bonheur en 15 leçons, et quelles sont les conséquences, quelles sont les causes de ce passage, et quelles sont les conséquences incroyables de ce passage qui, au fond, caractérise l'Occident, et surtout la France et l'Europe au cours au cours des 50 dernières années. C'est une lame de fond, c'est incroyable, même qu'on n'en parle pas plus. Alors dans ce livre, évidemment, la frénésie du bonheur, on comprend entre deux mots que ce bonheur, vous n'y croyez guère. Non. Mais comment... La joie, oui, le bonheur, non, je suis d'accord avec vous. Le bonheur est une idée absurde. La joie, oui, les plaisirs, oui, mais le bonheur est une idée absurde. Non, c'est pas une idée absurde si on est croyant. C'est-à-dire que le bonheur, après une éternité de joie au paradis, pourquoi pas. Mais le bonheur ici et maintenant, il faut un cul de bulot pour y croire. Parce que la vérité, c'est qu'on est des êtres mortels et que dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Moi, j'ai 3 filles. Si une de mes filles meurt, ça peut arriver demain matin ou même ce soir. Mon bonheur, il est carbonisé. Le bonheur, c'est simplement, si on veut comment donner une définition, c'est simplement l'absence de malheur. C'est-à-dire la possibilité de la joie. Quand je me lève le matin et que je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai des moments de plaisir et des moments de joie. Mais ça peut pas être plus que ça. Mais alors, c'est ça qu'on pourrait appeler une forme de félicité dans notre société contemporaine? Comment vous le définiriez, vous, cet état que tout le monde cherche absolument à atteindre et Parce que personne... nous promettent les marchands de bonheur aujourd'hui, les guides spirituels, ils nous promettent le bonheur en 15 leçons. Pourquoi ? Parce qu'ils reprennent un thème stoïcien et bouddhiste qui consiste à dire que puisque le bonheur ne dépend, vous voyez, c'est ça le stoïcisme, le bonheur ne dépend que de notre état intérieur, alors on peut accéder au bonheur si on trouve la paix en soi. Ce qui est totalement absurde, il faut n'aimer personne pour croire à ça. Alors ça va si on est moine, si on est un moine bouddhiste ou un moine stoïcien, si je puis dire. Mais dès que vous avez des enfants ou dès que vous aimez quelqu'un, vous savez que votre bonheur, il est évidemment fragilisé. Vous pouvez avoir des moments de plaisir, des moments de joie, des plages de sérénité dans votre vie, mais vous savez que c'est évidemment éphémère et fragile. Et donc le bonheur, il n'a de sens que dans une perspective soit stoïcienne où ça dépend que de mon état d'être intérieur, mais dans ce cas, il faut être complètement narcissique. Fabrice Midal, devenez narcissique et sauvez votre peau. Donc ces livres absurdes qui nous invitent. Mais c'est quoi ? C'est une arnaque ? C'est une arnaque ce que tous ces personnages, ces auteurs de développement personnel nous offrent comme non, mais c'est une escroquerie intellectuelle. Potentiel d'épanouissement, c'est une arnaque, vraiment, vous pensez ? C'est une escroquerie intellectuelle. Narcisse, dans la mythologie grecque, vous savez, j'ai passé quelques milliers d'heures sur la mythologie grecque, j'ai dû publier une 50aine de livres sur la mythologie grecque. Narcisse, c'est le pire personnage qui soit. C'est le plus malheureux qui soit. C'est celui qui termine le plus mal possible, et parce qu'il tombe amoureux de lui-même. D'abord, il est d'une méchanceté, d'un égoïsme sans faille avec les femmes, mais en plus, il tombe amoureux de lui-même et il en meurt. Et donc, il meurt dans la folie la plus totale et dans le malheur le plus complet. D'ailleurs, dans le livre, vous racontez l'histoire de Narcisse, comment Narcisse est né, comment il a été créé. Et je trouvais que c'était très intéressant, parce que j'avais un peu oublié, moi, la création de Narcisse. Le mythe de Narcisse est magnifique. Et c'est le contraire de Socrate. C'est-à-dire que Narcisse est magnifique à l'extérieur, alors que Socrate est d'une laideur légendaire, mais c'est un salaud égoïste à l'intérieur, alors que Socrate est un homme merveilleux à l'intérieur. Et donc c'est évidemment le contraire du sage. Donc présenté comme le font certains, je peux parler de Fabrice Midal, mais le pauvre, présenter Narcisse comme un mythe positif. Vous lui faites beaucoup de pubs. Non, mais c'est un scandale. Je veux dire, c'est une escroquerie intellectuelle. Écoutez, franchement, moi je suis un vieux prof d'université, j'ai passé des milliers d'heures sur la mythologie grecque. On peut pas dire quelque chose de plus faux. C'est un mensonge éhonté. Donc ne vous laissez pas escroquer par ces plaisanteries, ces mauvaises plaisanteries. Non, moi je les lis pas celles-là. Alors le bonheur individuel, on n'y croit pas. Le bonheur collectif, est-ce que le bonheur collectif, avec cette responsabilité collective où chacun est appelé à contribuer à la quête du bien-être général, non plus. On n'a pas le courage du bonheur collectif. Les philosophies du bonheur collectif. Marx est le plus grand dans le domaine. Marx est vraiment, Marx est quand même un type génial. Bon, mais l'idée que le rôle du politique est d'assurer le bonheur du peuple est une idée totalitaire. Le rôle du politique, c'est d'assurer la possibilité de la joie, la possibilité de la réussite, la possibilité
possibilité d'avoir une vie accomplie, d'une vie intense, d'une vie réussie. Mais autrement dit, le rôle des politiques, c'est de nous assurer la possibilité que nos enfants se développent, c'est la possibilité de la liberté et de l'éducation. Mais un politique, un État qui veut assurer le bonheur de ses citoyens, c'est l'horreur. Hein. Alors, justement, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation, quel est le rôle que vous attribueriez aujourd'hui à l'école? Est-ce que ça serait le même que celui que vous défendiez à l'époque? Oui. Ou est-ce que vous en défendriez un nouveau aujourd'hui? Bien sûr. Vous savez, l'éducation, c'est trois choses. C'est chrétien, juif et grec. C'est l'amour. Si vous n'avez pas aimé vos enfants, vous ne leur donnez pas la capacité de rebond, de résilience, que mon ami Boris Cyrulnik appelle à juste titre la résilience. Un être qui n'a pas été aimé a peu de capacité de résilience, de rebond face aux accidents de la vie. C'est la loi, c'est Moïse. La loi, c'est très important. Même pour la transgresser, il faut la connaître. Même si vous voulez être un révolutionnaire, il faut d'abord avoir la loi en vous. Et puis, c'est les grandes œuvres. Les grandes œuvres, c'est les Grecs qui les inventent. C'est eux qui inventent les genres littéraires. C'est l'amour, la loi, les œuvres. Et ça, moi, ce que je dis très simplement, c'est que si les parents n'ont pas éduqué leurs enfants avant que les professeurs s'occupent de leur apprendre des choses, c'est-à-dire d'enseigner, l'école devient impossible à gérer. C'est ça le fond du problème aujourd'hui. C'est que les professeurs, on leur demande d'éduquer les enfants, alors que le rôle est d'enseigner et pas d'éduquer. C'est les parents qui doivent éduquer. Et au fond, beaucoup de parents se déchargent sur les professeurs du rôle qui est le leur, qui est d'abord l'éducation, d'abord la civilité, la politesse, pour parler comme un vieux mammifère, plutôt. Et après, les professeurs peuvent travailler avec les élèves. Mais si vous voulez, les enfants et les élèves, c'est pas la même chose. Les parents et les professeurs, c'est pas la même chose. La famille et l'école, c'est pas la même chose. Alors, et l'amour, parce que l'amour dans tout ça, c'est un grand sujet. Non, parce que l'amour, c'est comme le bonheur, oui, c'est une injonction permanente. On doit aimer et on doit être heureux. Alors, moi, j'avoue que le matin, quand je me lève, déjà, je suis fatiguée. Parce que déjà, je me dis comment je vais atteindre cet idéal. Mais dans un de vos précédents ouvrages, si je ne me trompe pas, La Révolution de l'amour, vous parlez de l'amour comme une source de sens. Est-ce que l'amour, c'est la clé du bonheur? Enfin, du bonheur que on n'y croit pas. L'amour est ce qui nous rend évidemment le plus heureux quand on est amoureux et que ça marche, ou quand on a des enfants et que tout se passe bien. C'est aussi ce qui peut nous rendre le plus malheureux. Vous perdez un être aimé et c'est la pire catastrophe. Vous perdez un enfant, c'est la pire catastrophe qui puisse arriver à un père ou une mère de famille. Bon, et donc l'amour, c'est pas du tout le bonheur. Simplement, ce que je dis dans ce livre, c'est que l'amour est un facteur de sacralisation. Le sacré, c'est pas le religieux, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'opposé du profane. Le sacré, c'est ce qui peut conduire au sacrifice et au sacrilège. Et ce qui nous paraît sacrilège. Vous touchez un cheveu d'une de mes filles, c'est sacrilège, et je suis prêt à sacrifier ma vie pour elle. Je dis les choses un peu rapidement puisqu'on n'a pas très longtemps, mais au fond, l'amour est un facteur de sacralisation. C'est la sacralisation de l'humain. Et ça, c'est évidemment quelque chose de magnifique, en ce sens que ça bouleverse complètement aussi la sphère politique. La grande question politique aujourd'hui, c'est pas la question de la nation ou de la révolution, comme c'était le cas quand j'étais gamin. Tous mes amis en 68 étaient révolutionnaires et la droite et gaulliste étaient nationalistes. 1968, c'était ça. Je dirais, la grande question politique aujourd'hui, à cause de cette révolution de l'amour, de la famille moderne, c'est pas nation-révolution, c'est quel monde, nous les adultes, nous allons prendre la responsabilité de laisser à nos enfants, c'est-à-dire à l'humanité qui vient. C'est la question de la dette. C'est la question de l'éducation, c'est la question de l'écologie, c'est la question de la protection sociale dans la mondialisation. Toutes les grandes questions politiques vont se réorganiser autour de ce foyer de sens. Et c'est notre responsabilité, nous les adultes, de prendre cette question en charge. Oui, c'est notre responsabilité. Je suis pas sûr que tous nos hommes politiques se posent ces questions en ces termes. Déjà, il faut avoir des enfants pour se la poser. C'est plus facile quand on a des enfants de réfléchir à cette sacralisation dont je parle. Et donc, il serait bon aussi, évidemment, que, c'est une réflexion de parents que je vous dis là. Parce que moi, je sais qu'évidemment, pour n'importe laquelle de mes filles, je serais prêt à sacrifier ma vie s'il le fallait. Mais en même temps, mes filles, je ferais la même chose pour les vôtres, d'une certaine manière. Parce que c'est nos enfants, c'est pas mes enfants, c'est pas un repli sur la sphère privée. Nos enfants incarnent l'humanité qui vient. Et je pense que c'est pour eux qu'on serait prêt à tous les sacrifices. Regardez ce qui se passe en Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mais dans cette histoire d'Israël. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas, oui, c'est pas bien, mais Israël a pas, voilà. Je veux pas de mais dans cette histoire. On condamne sans aucun mais derrière. Voilà. Ce que fait le Hamas, c'est condamnable, sans aucune espèce de réserve, quelles que soient les fautes d'Israël par ailleurs. Mais on peut pas mettre les deux sur le même plan. On peut pas dire, ce que fait le Hamas, c'est pas bien, mais Israël a conduit une mauvaise politique. On verra après. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mais. On n'a pas. Et donc ça, c'est parce que, pourquoi on pense comme ça? Parce qu'on a sacralisé l'humain
cause de cette révolution de l'amour, d'une certaine manière, et que du coup, on est totalement en sympathie avec ces parents israéliens qui se demandent ce que deviennent leurs enfants. Ouais, les images sont absolument terribles. Évidemment, nous condamnons tout ce qui se passe en Israël. Voilà. Il n'y a pas de discussion après sur la politique, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, il est c'est un peu le cas de certains hommes politiques, mais bon, on est pas complètement d'accord aujourd'hui sur la condamnation ferme de ce qui se passe en Israël. Alors, on arrive un peu au bout de cette conversation. Évidemment, comme d'habitude, c'est trop rapide et avec vous, ça allait encore plus, ce que je regrette. J'ai un peu envie de vous demander, c'est difficile de vous demander si vous êtes un homme heureux, parce que c'est difficile de vous poser cette question en ces termes. Non, j'ai de la joie et des plaisirs dans la vie, mais heureux, ça veut rien dire. Vous dites quoi en vous réveillant le matin ? Non, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, voilà, les gens que j'aime vont bien. Je suis désolé à cause de ce qui se passe en Arménie, en Ukraine, en Israël. Mais malgré tout, je vais essayer d'apporter des choses, des réflexions, peut-être qui peuvent être, à mon tout petit niveau, peut-être utiles à la compréhension pour ceux qui m'écoutent, de la compréhension de ceux qui m'écoutent. Mais je me dis, en tout cas, la possibilité de la joie n'est pas exclue aujourd'hui. Parce que ceux que j'aime vont bien. Voilà. Donc, possibilité de la joie, c'est la seule définition plausible du bonheur, si on veut à tout prix donner une définition du bonheur. C'est la possibilité de la joie. On se réveille le matin, on dit, la journée est pas fichue. Voilà. Mais plus, c'est pas raisonnable. Bien, merci Luc, merci pour cette conversation. Je rappelle La frénésie du bonheur aux éditions de l'Observatoire. Et merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio. On vous retrouve dimanche prochain, Muriel Réus. À dimanche, Jean-Marie, merci. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.